Bien, je crois qu'il m'appartient de clôturer cet important et intéressant colloque. Donc, je voudrais saluer les membres de la commission des sanctions et leur présidente, les membres du collège de l'AMF qui sont présents, les anciens présidents de l'AMF qui sont également présents, fidèles au poste, cher Jean-François Lepetit, et l'ensemble des personnes qui sont encore là pour écouter cette conclusion. Bon, d'abord, je dois dire que je suis très heureuse de le faire pour ce 18e colloque qui a été, pour ce que j'ai pu en écouter, particulièrement intéressant. Et je voudrais remercier la présidente de la commission des sanctions, chère Valérie Michel Msalem, ainsi que l'ensemble des intervenants pour les échanges de grande qualité sur les deux thématiques importantes qui avaient été retenues, la preuve des abus de marché et le rôle de la sanction dans la régulation. Cependant, avant de revenir sur ce colloque et avant de poursuivre mon propos, je voudrais rendre hommage ici à Claude Noquet, qui vient de nous quitter, qui a exercé à la fois au sein du collège de l'AMF, dont elle a été un membre éminent et extrêmement influent pendant 8 ans, et collège sur lequel elle exerçait, je crois pouvoir le dire, un magistère moral absolument incontestable. Elle avait aussi exercé au sein de la commission des sanctions, et je voudrais que l'on n'oublie pas de retenir que ce sont les hommes et les femmes qui font les institutions et que Claude Noquet aura, par sa rigueur, par son sens de la justice, contribué à forger l'identité de l'AMF, une identité de régulateur à la fois exigeant et, je l'espère, juste. Nous nous y tenons. Et c'est pourquoi j'ai plaisir à citer, ça a été évoqué d'ailleurs il y a quelques instants par Sébastien Raspiller, notre secrétaire général, les conclusions de la dernière édition du rapport de l'Autorité européenne des marchés financiers sur les sanctions et mesures prononcées par les autorités de marché en Europe. C'est un élément d'information qui est nouveau, bon, qui n'est peut-être pas encore d'une fiabilité absolue, même si on a davantage harmonisé les définitions par rapport à la première édition. Mais toujours est-il qu'il confirme ce que l'on a vu dans l'édition relative à l'année 2023, où les régulateurs européens avaient prononcé des sanctions pour un montant total d'environ 71 millions d'euros, 65% d'ailleurs desquels sur le fondement du règlement sur les abus de marché, donc sujet qui vous a occupé aujourd'hui. Il est quand même assez frappant de constater que l'AMF représentait à elle seule près de la moitié de ce montant. Alors je tiens à le dire, ce n'est pas pour nous un objectif. Nous ne faisons pas du chiffre. L'objectif n'est pas de sanctionner et de sanctionner lourdement. On fait des sanctions qui sont proportionnées et justes. Par ailleurs, il faut évidemment tenir compte du fait qu'il y a nécessairement un lien entre la taille des marchés régulés et les résultats des politiques répressives. Mais enfin, avec toutes ces réserves, il est quand même intéressant de relever que l'AMF prononce donc le montant de sanctions le plus important en Europe. Cela montre que la sanction a toute sa place dans notre politique de régulation pour répondre à la deuxième question qui faisait l'objet de ce colloque. Mais ce n'est pas la seule chose que je voulais évoquer avec vous en clôture de ce colloque. Je voulais rappeler que l'AMF sait se montrer agile pour adapter ses pratiques aux évolutions jurisprudentielles. Certaines ont été évoquées. Je voulais également dire que notre priorité est d'avoir une politique répressive efficace, ce qui passe à la fois par la recherche de la réponse la plus adaptée face aux manquements constatés, mais aussi par une attention renforcée aux éléments de remédiation. Et enfin, parce que les évolutions de pratique ne suffisent pas toujours, je voulais aussi évoquer les propositions législatives que nous avons faites et qui, comme vous le savez, ont maintenant trouvé un écho au travers d'une proposition de loi. Alors, quelques mots tout d'abord sur la façon dont nous adaptons nos pratiques aux évolutions juridiques et jurisprudentielles de l'environnement, donc, qui est le nôtre.
Tout d'abord, nous sommes parfaitement conscients que nos pouvoirs et la manière dont nous les utilisons sont scrutés et font l'objet d'un contrôle et d'un contentieux qui est toujours plus approfondi. C'est parfaitement normal. Nous ne le regrettons pas, nous sommes conscients de cet environnement. Ça a d'ailleurs été évoqué aussi par la CNIL il y a quelques instants. C'est un environnement parfaitement normal pour un régulateur de voir ses décisions contestées. Nous en sommes pleinement conscients. Et c'est pourquoi nous sommes particulièrement attentifs aux évolutions jurisprudentielles qui encadrent notre action. Ce qui est particulièrement frappant, c'est que ces évolutions jurisprudentielles peuvent concerner évidemment les décisions de l'AMF et ses missions spécifiques, mais elles peuvent aussi s'intégrer dans un cadre plus large. Et évidemment, j'évoquerai notamment la question très actuelle du droit de se taire qui est très transversale à l'action de l'ensemble des autorités indépendantes, mais aussi d'ailleurs d'un certain nombre d'administrations. Alors tout d'abord, s'agissant de cet environnement jurisprudentiel, je me félicite que nous ayons pu bénéficier de l'intervention plus tôt dans l'après-midi du premier président de la Cour d'appel, Jacques Boulard, que je remercie d'avoir été présent. Et c'est évidemment l'occasion de souligner l'importance des décisions de la Cour d'appel de Paris dans la construction de l'approche répressive de l'AMF, pas uniquement, d'ailleurs, on a vu cette année une décision très importante dans un domaine lié au droit des offres. Et je tiens donc à remercier l'ensemble des magistrats de la Chambre de la régulation économique et financière de la Cour d'appel de Paris pour leur présence. Je tiens également à saluer l'initiative de création d'un conseil de la justice économique qui se réunira très prochainement et qui est l'occasion pour l'ensemble de ceux qui participent à cet effort de justice économique sous une capacité ou sous une autre de dialoguer et de progresser ensemble. Nous sommes évidemment très attentifs aux arrêts rendus par la Cour d'appel de Paris, par la Cour de cassation, mais aussi par le Conseil d'État qui exerce un contrôle de grande qualité sur les décisions de notre commission des sanctions et qui nous amène à progresser. J'observe d'ailleurs avec satisfaction que les pratiques de l'AMF, comme les décisions de sa commission des sanctions, sont régulièrement confirmées. Comme je l'ai dit, nous acceptons évidemment d'être challengés. Nous sommes encore plus contents quand nos décisions sont confirmées. C'est humain. Cela nous conforte évidemment dans la solidité de notre procédure, mais aussi dans la bonne application des droits de la défense. Alors j'ai entendu qu'il y avait de nouvelles suggestions, mais je crois que nous avons beaucoup progressé au cours des dernières années, et aussi dans la robustesse des décisions de la commission des sanctions sur le fond, ce qui est évidemment fondamental. L'examen des décisions rendues ces derniers mois en est une excellente illustration. Donc, nous avons vu la Cour de cassation et la Cour d'appel de Paris confirmer en 2025, au travers de plusieurs dossiers, la régularité des visites domiciliaires et des saisies opérées par les enquêteurs de l'AMF. C'est tout à fait fondamental pour l'efficacité de notre action. Et quant au contentieux des sanctions sur les entités régulées, je me contenterai de saluer devant vous, ça a été déjà évoqué, la décision rendue au mois de juin par le Conseil d'État dans un dossier particulièrement important qui marquera l'histoire de l'AMF comme l'histoire de la place financière, qui concernait une société de gestion britannique, mais dont les fonds étaient effectivement français, ce qui nous a permis d'agir. Dans ce dossier, les montants des sanctions prononcées par la commission des sanctions, qui atteignait un montant total de 93 millions d'euros, tenaient compte du caractère exceptionnellement grave des manquements constatés, et on peut se féliciter de voir que le Conseil d'État a confirmé cette décision de la commission des sanctions qui avait été prononcée en décembre 2022, estimant que ces montants étaient effectivement proportionnés à la gravité des manquements commis. Mais nous restons évidemment attentifs à l'ensemble des évolutions jurisprudentielles. Les décisions rendues par les juridictions nous conduisent parfois à repenser nos pratiques ou à procéder à certains ajustements. Au fil des années, la procédure s'est enrichie en renforçant notamment la mise en œuvre du contradictoire. Et plus récemment, pour rester dans l'actualité, la question de la notification du droit de se taire est une excellente illustration de ces évolutions.
Nous avons tenu compte des décisions rendues par le Conseil constitutionnel dans d'autres domaines, et d'ailleurs la commission des sanctions a de ce fait adapté depuis un certain temps déjà ses pratiques, et elle a bien fait de le faire puisqu'elle a ainsi pu anticiper la décision qui vient d'intervenir le 26 septembre dernier par le Conseil constitutionnel, qui a déclaré inconstitutionnelle une disposition du Code monétaire et financier concernant l'AMF, en ce qu'elle ne prévoyait pas expressément l'obligation d'informer les mis en cause de leur droit de se taire lors de la séance de la commission des sanctions. Évidemment, nous avons adapté nos pratiques en amont, comme je l'ai indiqué. Pour autant, il sera nécessaire, le moment venu, de modifier le texte censuré afin de le rendre conforme à la Constitution. Notre priorité, comme je l'ai indiqué en introduction de ce propos, c'est de renforcer l'efficacité de notre politique répressive. Nous sommes confrontés en permanence, comme tout régulateur, à un double enjeu: apporter une réponse répressive pour un maximum de manquements identifiés, tout en maîtrisant les délais de notre action, ce qui nécessite évidemment de se donner des priorités. Nous devons également tenir compte des évolutions technologiques, notamment la montée en puissance des réseaux sociaux, tout comme celle de l'usage de l'intelligence artificielle qui ouvre de nouvelles perspectives, y compris malheureusement pour les escrocs et pour les fraudeurs. Autre évolution fondamentale de notre point de vue qui nous amène à nous adapter, c'est celle que j'avais évoquée devant ce colloque d'ailleurs pour la première fois l'année dernière, qui est la montée en puissance du phénomène des réseaux d'initiés internationaux, souvent liés à la criminalité organisée et impliquant un nombre de personnes et de montants investis très importants, mais aussi, comme cela a été rappelé à l'instant, plusieurs pays, ce qui évidemment nécessite de mobiliser au titre de nos enquêtes nos collègues dans différents pays, ce qui donne des enquêtes de plus en plus complexes, sachant que ce recours à la coopération avec nos homologues concerne aujourd'hui 90% de nos enquêtes. Je pense que ça, c'est une évolution dont il faut mesurer l'ampleur. Alors heureusement, ça a été évoqué, on dispose d'outils efficaces, notamment au travers du mémorandum multilatéral qui réunit les autorités de marché international, la plupart d'entre elles en tout cas, mais néanmoins, même si ce mémorandum fonctionne très bien et on y veille comme le lait sur le feu, donc il a été réformé il n'y a pas très longtemps pour que ceux qui en font partie mais ne remplissent pas leurs obligations avec la diligence nécessaire soient davantage poussés à le faire, y compris par le fait de rendre public d'ailleurs dans un certain nombre de cas les défauts de coopération, mais toujours est-il que, même perfectible, ce mémorandum nous aide beaucoup et nous sommes évidemment confrontés, comme je le disais, à une internationalisation de nos enquêtes qui se traduit nécessairement par des délais un peu plus longs, même si cette coopération nous y aide. Par ailleurs, en termes d'efficacité de notre action répressive, la question qui se pose à nous, c'est, face à un manquement présumé, comment nous pouvons, à tous les stades de la procédure, trouver une réponse répressive la plus adaptée possible en favorisant les remédiations. Aujourd'hui, cette réponse répressive, elle peut être, selon les cas et selon la gravité des manquements, une simple lettre d'observation, une composition administrative, c'est-à-dire une transaction, mais aussi l'ouverture d'une procédure de sanction avec, pour les abus de marché, un aiguillage possible vers le parquet national financier. Dans cet objectif d'adaptation et d'efficacité de notre action répressive, je citerai 3 priorités essentielles. Tout d'abord, la qualité de la coopération avec le parquet national financier et de la coopération opérationnelle. Bon, je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit, je dirais simplement que nous sommes particulièrement satisfaits de la façon dont les choses se passent et que par rapport aux craintes qui avaient pu s'exprimer lorsque la procédure d'aiguillage a été mise en place, une preuve supplémentaire du bon fonctionnement, c'est que je n'ai jamais été amenée à contester une décision d'aiguillage sur la demande du parquet national financier. Donc les choses fonctionnent bien
Et nous nous attachons à renforcer la qualité de nos relations avec le PNF de façon à ce qu'effectivement cette fluidité et cette efficacité collective, puisqu'il s'agit bien d'une efficacité collective au service de l'intérêt général que constitue l'intégrité de nos marchés financiers, puisse être aussi bonne que possible. Le deuxième élément de cet objectif d'évolution de la politique répressive de façon à être plus efficace, c'est le fait d'utiliser à bon escient la transaction, qui est désormais un outil bien installé. Donc nous l'appelons la composition administrative. Elle fait partie intégrante de l'arsenal répressif de l'AMF, en permettant de traiter, lorsque l'on se base sur une jurisprudence déjà bien établie de la commission des sanctions, des manquements susceptibles de sanctions, à l'exception du manquement d'entrave. En 2024, nous avons d'ailleurs eu autant de compositions administratives que de décisions de la commission des sanctions. Alors, objectivement, c'est un peu un hasard, ce n'est pas une politique délibérée. Enfin, c'est symptomatique de la montée en puissance de la transaction. Et d'ores et déjà, depuis le début de l'année 2025, nous avons 14 transactions qui ont d'ores et déjà été homologuées. D'autres sont d'ailleurs en cours d'examen par la commission des sanctions. La transaction présente l'avantage d'être rapide. Elle est aussi plus économe de moyens globalement, et il n'est évidemment pas question qu'elle se substitue aux décisions de la commission des sanctions, ce n'est pas du tout notre intention, simplement elle permet à la commission des sanctions de se concentrer, de concentrer ses travaux et ses ressources sur les cas qui nécessitent davantage de travail sur l'appréciation de fonds, en raison, par exemple, de la gravité des faits, de préjudices financiers importants ou du constat de pratiques nouvelles ou évidemment d'une première application de la réglementation. Cela reste, je tiens à le dire, l'apanage de la commission des sanctions, mais cela nous permet aussi, une fois que les premières décisions ont été prises, de recourir davantage à la transaction. Autre élément d'évolution que nous souhaitons favoriser, il s'agit de favoriser les remédiations. Comme je l'ai indiqué plus tôt, nous cherchons à les favoriser autant que possible, et c'est un sujet sur lequel nous sommes très mobilisés, y compris dans les échanges avec la commission des sanctions. Aujourd'hui, dans le cadre des accords de composition, nous pouvons d'ores et déjà obtenir des professionnels des engagements à la fois sur la mise en conformité de leur dispositif, qui est évidemment l'objectif numéro 1 de notre action, mais aussi, dans un certain nombre de cas, nous pouvons obtenir des engagements d'indemnisation des investisseurs lorsqu'un professionnel a bénéficié d'un trop perçu de frais, et c'est évidemment extrêmement intéressant puisque, in fine, cela permet d'obtenir une forme de réparation. Nous intégrons à présent cette recherche de remédiation plus en amont, avant même le stade de la notification des griefs, depuis cette année. Cela permet à l'AMF d'inviter, dès ses rapports de contrôle et d'enquête, les prestataires de services d'investissement et les sociétés de gestion régulées, de les inviter à documenter les remédiations adoptées pour répondre au constat de l'enquête. J'insiste parce que c'est important devant ce public de dire qu'ils ont un réel intérêt. En fonction des dossiers, cela permettra d'une part au collège d'en tenir compte dans les suites données, mais cela permettra aussi de transmettre ces informations à la commission des sanctions qui elle-même examinera les suites qu'elle entend y donner dans le cadre des sanctions qu'elle prononce. Notre troisième priorité, c'est d'obtenir des moyens, notamment juridiques, supplémentaires pour une plus grande efficacité de l'action répressive de l'AMF. Je vais me concentrer sur les moyens juridiques parce que par les temps qui courent, nous sommes assez conscients du fait que les moyens budgétaires seront sans doute contraints. Au-delà des efforts menés par l'AMF pour optimiser ces pratiques à droit constant, nous sommes bien conscients que nous avons besoin d'outils supplémentaires et de pouvoirs juridiques renforcés pour mener à bien les missions que le législateur nous a confiées et pour mieux lutter contre les abus de marché, l'insécurité qui est liée à la fraude et à la criminalité financière. J'ai eu l'occasion de présenter ces sujets et nos demandes en matière législative en mars dernier devant la commission d'enquête du Sénat sur la lutte contre la délinquance financière.
dont Madame la sénatrice Nathalie Goulet était rapporteure, et plus récemment, en juin dernier, devant la Commission des finances de l'Assemblée nationale, à l'occasion de notre rendez-vous traditionnel avec cette commission pour présenter le rapport annuel de l'AMF. Nos propositions ont suscité un réel intérêt de la part des membres de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, et son président, Éric Coquerel, s'était dit prêt à étudier la manière de les transcrire dans une proposition de loi qui pourrait être examinée dans le cadre de l'ordre du jour réservé au texte, c'est le mot important, transpartisan. Je me félicite donc qu'une proposition de loi visant à lutter contre la fraude financière et à renforcer la sécurité financière ait été déposée le 16 septembre dernier à l'initiative du vice-président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, Daniel Labaronne, et commence à recueillir un certain nombre de signatures. Nous espérons évidemment que cette première étape législative pourra prospérer au bénéfice d'un travail parlementaire sur un sujet d'intérêt général qui pourrait faire consensus. Alors, cette proposition de loi comprend au total 16 articles, je ne vais pas tous les détailler. Elle vise 3 grands objectifs: la lutte contre la criminalité organisée, les réseaux d'initiés et les arnaques, la simplification des procédures répressives de l'AMF et le renforcement de l'efficacité de la procédure devant la commission des sanctions de l'AMF. Je ne vais pas détailler ici les 16 articles, j'en citerai quelques-uns qui sont, je dirais, particulièrement intéressants. Tout d'abord, le mécanisme de transaction simplifiée. Alors, j'ai écouté avec grand intérêt tout à l'heure le représentant de la CNIL qui évoquait un dispositif de ce style qui existe manifestement à la CNIL. Donc, il s'agit là évidemment d'apporter des réponses rapides et adaptées, je dirais quasi automatiques, aux manquements aux obligations déclaratives qui sont constatées par les directions de supervision de l'AMF en prévoyant le versement d'un montant forfaitaire. Bon, là, il s'agit très clairement d'améliorer la qualité des reportings qui sont tout à fait essentiels à notre action et sur lesquels, évidemment, il n'est pas question d'engager les moyens de l'intégralité de l'action répressive. Nous avons un manque dans ce domaine aujourd'hui et j'espère que nous pourrons donc mettre en œuvre cette transaction simplifiée. La deuxième évolution importante qui est proposée, c'est de nous permettre d'analyser de manière automatisée des contenus publiquement accessibles sur les plateformes en ligne et d'utiliser une identité d'emprunt pour mieux assurer nos missions de surveillance et de veille sur les produits et services financiers illicites distribués en ligne. Bon, c'est un domaine où la fraude explose et il est particulièrement indispensable que nous disposions de tous les moyens d'identifier ces problèmes de fraude et de les réprimer efficacement. Troisième évolution clé, la création d'un dispositif de clémence qui nous permettrait, notamment dans la lutte contre les réseaux d'initiés, d'obtenir des témoignages et des informations utiles dans le cadre de dossiers qui sont complexes et qui impliquent souvent de nombreuses personnes ou de nombreux membres dans les réseaux. La quatrième évolution, elle est très importante à évoquer devant ce public, c'est le renforcement de notre coopération avec le juge pénal. Alors j'ai vu qu'il y avait parfois des demandes, est-ce qu'on choisit le juge pénal ou est-ce qu'on choisit l'AMF ? D'abord, ce n'est pas les justiciables qui choisissent, mais en tout cas, ce qui est très important de notre point de vue, c'est que nous ayons effectivement une coopération très fluide et très, je dirais, efficace au service de l'intérêt général que représente l'intégrité des marchés. C'est pourquoi nous avons décidé de faire une proposition qui était assez compliquée à formuler pour l'AMF, consistant à permettre aux juges d'instruction financiers et au parquet national financier de saisir les enquêteurs de l'AMF aux côtés des services d'enquête judiciaire, donc d'avoir une forme d'autorité sur certains de nos enquêteurs. C'est un pas important pour l'AMF,
mais je pense que, compte tenu de ce que nous voyons sur les marchés, notamment avec les réseaux d'initiés, il était totalement indispensable. Et deuxième élément d'amélioration de la coopération avec le juge pénal, nous proposons la possibilité d'échanger les informations avec l'ensemble des parquets et pas uniquement le parquet national financier. Cela sera particulièrement utile, notamment en matière de lutte contre la fraude. Ces dispositions, comme je l'indiquais, visent à renforcer l'efficacité de notre action collective, en ce incluant la justice pénale, l'AMF et ses partenaires, à l'encontre des abus de marché. Alors vous le comprenez, cette proposition de loi est très importante pour l'AMF, dont les textes n'ont d'ailleurs, il faut le souligner, pas été modernisés au niveau législatif ou de manière uniquement très ponctuelle depuis de nombreuses années. Je pense d'ailleurs qu'au-delà du sort de l'AMF, il serait utile de réfléchir à des véhicules financiers réguliers ou économiques et financiers réguliers qui permettraient d'actualiser les pouvoirs des autorités. Alors, on le fait aujourd'hui lorsqu'il y a des évolutions européennes. Je pense qu'il ne faut pas se contenter des évolutions européennes et qu'il faut effectivement permettre cette agilité des moyens des différentes autorités, dont l'AMF, à un rythme plus régulier, parce que si l'on juge depuis notre expérience, ça fait quand même bientôt 3 ans que nous sommes dans l'attente de ce qu'on appelle un véhicule législatif pour des dispositions sur lesquelles nous avons travaillé depuis presque 3 ans. Donc c'est un vrai sujet. En tout cas, à court terme, j'espère que l'actualité législative prêtera vie à ce texte. Alors, nous sommes dans un contexte un peu compliqué, mais ce texte a le mérite d'avoir été qualifié d'emblée de texte transpartisan. Il me semble que c'est en tout cas une bonne fée qui se penche sur son berceau, et j'espère que d'autres éléments de contexte lui prêteront vie et que nous pourrons vous rendre compte dans les années qui viennent de la façon dont ces évolutions nous auront permis d'améliorer l'efficacité de notre action répressive. Je me permets maintenant de vous remercier, car je crois que l'après-midi a été studieuse. Je pense que tout le monde est un peu fatigué. Et donc, je vous demande juste de faire un vœu avec nous pour que ces textes puissent aboutir, ce qui n'est pas si évident que ça dans le contexte actuel. Mais enfin, je pense qu'on peut s'y employer collectivement. Merci beaucoup et bonne soirée.